Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. À la une, coup de théâtre dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Une rencontre a eu lieu ce mardi à Doha, sous l'égide du Qatar, qui a communiqué sur les réseaux sociaux avec cette photo symbolique où l'on voit Félix Tshisekedi et Paul Kagame réunis autour de l'émir Al Thani. Nous en parlerons avec le journaliste Christophe Rigaud. Il est notre invité. Alger rejette la liste d'une soixantaine de ses ressortissants expulsables transmises par Paris. En réponse, le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau a promis une riposte graduée. Parmi les menaces brandies par la France, la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968. Enfin, nous irons sur les traces de Césaria Evora, l'immense chanteuse capverdienne décédée en 2011. Celle que l'on surnomme la diva aux pieds nus a passé la majorité de sa vie à Mindelo, sa ville natale, où s'est rendue notre correspondante. Le reportage en fin d'édition. Je le disais en titre, énième rebondissement dans la tentative de médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec un nouvel acteur qui entre en piste, le Qatar, qui par son ministère des Affaires étrangères a publié ce mardi soir un communiqué, mais surtout cette photo où l'on voit les deux présidents face à face et l'émir du Qatar plein sourire au milieu. Kinshasa confirme cette rencontre. Les détails avec notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangola. Une photo publiée sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères du Qatar a provoqué la surprise générale ici à Kinshasa. Alors sur cette photo, on voit le président congolais Félix Tshisekedi assis en face de son homologue Paul Kagame et au milieu l'émir du Qatar, un large sourire aux lèvres. Le chef de l'État de la RDC et celui du Rwanda se sont donc entretenus à Doha en tête-à-tête au sujet du conflit dans l'est du Congo. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, nous a confirmé la rencontre. Alors à l'issue de cette rencontre sous l'égide du Qatar, un bref communiqué a été publié par le ministère qatari. On y apprend que les deux parties se sont engagées à poursuivre des discussions, je cite, pour établir des bases solides pour une paix durable. Les deux parties se sont aussi dites favorables à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, comme convenu lors du dernier sommet de la SADC et de l'EAC. Alors cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame était attendue depuis le 15 décembre. L'Angola avait tenté de les réunir lors d'un sommet sans succès. Ce même mardi, le médiateur angolais a tenté d'ouvrir des négociations directes entre les autorités congolaises et le M23. Mais en dernière minute, le M23, soutenu par le Rwanda, a annulé sa participation, affirmant que les sanctions prises par l'Union européenne constituaient un obstacle à ces pourparlers. Et pour parler de ce coup de théâtre, avec nous ce soir, Christophe Rigaud, fondateur du site Afrique Arabia sur l'actualité en RDC et en Afrique centrale. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors d'abord, je voudrais avoir votre réaction sur ce coup de théâtre et l'entrée en piste du Qatar. Est-ce une surprise ? Oui, c'est clairement une surprise. On ne s'y attendait pas, surtout le jour où devaient se tenir les négociations de Luanda. C'est quand même un sacré coup dur pour le médiateur angolais qui n'avait pas réussi à réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame en décembre et qui n'a pas réussi à réunir le M23 et le gouvernement à Luanda. Ce qui est important, c'est que le Qatar entretient à la fois des bonnes relations avec la RDC et avec le Rwanda, ce qui a sûrement pu permettre cette réunion. Ça permet aussi d'externaliser un petit peu la médiation hors d'Afrique. On a vu que les rivalités en fait régionales avaient bloqué ces multiples processus, que ce soit à Luanda ou que ce soit à Nairobi. On disait que l'EAC était plutôt favorable au Rwanda, que la SADC était plutôt favorable à la RDC. Et puis surtout, ça a permis à Félix Tshisekedi d'échapper pour le moment aux négociations directes entre le M23 et son gouvernement. Pour lui, c'était une ligne rouge et donc il n'était pas très enclin à ces négociations de Luanda. Et puis ça permet aussi à Paul Kagame, qui est quand même sous pression internationale assez forte, eh bien, de montrer un petit peu sa bonne volonté, peut-être de faire baisser un petit peu cette tension sur son pays. Et on l'a vu avant ce rebondissement, c'était hier, l'Union européenne sanctionnait des membres du M23 et par la suite, le groupe politico-militaire annonçait son retrait des négociations de Luanda. On avait l'impression qu'on avait fait un pas en arrière dans la recherche d'un accord de paix. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on ne comprend pas bien, en fait, l'annonce de ces sanctions la veille de ces négociations. C'est quand même à minima, je dirais, une maladresse. Désolé de vous couper, justement, est-ce qu'on peut estimer que ces sanctions internationales, en l'occurrence celles de l'Union européenne hier,
peut être contre-productive dans ces négociations? Là oui, puisqu'elles ont clairement, je dirais, offert un prétexte en or au M23 pour ne pas se rendre à Luanda. Maintenant, est-ce que le M23 n'aurait pas trouvé un autre prétexte? Mais c'est vrai que c'est important. Après, je ne pense pas que ces sanctions, elles ne sont pas nouvelles. Il y a eu des sanctions aussi américaines. Il y a eu aussi des suspensions d'aides internationales, que ce soit de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada au niveau international. Et on voit quand même que ces sanctions commencent à un petit peu gêner Kigali avec la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Et ça commence aussi à peser, je dirais, d'un point de vue de l'image et de la réputation du Rwanda. Ça commence à poser problème sur ce soft power du Rwanda, que ce soit sur le sport, sur le tourisme. Et on voit effectivement que peut-être que ces pressions actuelles ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'attend Kinshasa et peut-être pas à la hauteur des pressions qui avaient lieu en 2013, au moment où le M23 s'était déjà emparé de la ville de Goma et où il y a eu des pressions très très fortes des États-Unis pour que le M23 quitte Goma et se démantèle. On en est encore assez loin. Et pourtant, avant ce coup de théâtre qu'on vient de voir et l'entrée du Qatar dans le jeu, la République démocratique du Congo avait mis comme ligne rouge la négociation directe avec le M23. Et soudainement, on a l'impression que la RDC a changé d'avis, a dit « Ok, on va négocier avec le M23 via la médiation angolaise, bien sûr, et pas à n'importe quel prix. Y avait-il de vrais espoirs ? Le problème de ces négociations ouvertes un petit peu à la dernière minute, un petit peu précipitées par João Lourenço, c'est qu'on veut bien négocier, mais qu'est-ce qu'il y a sur la table Qu'il y a dans le panier, comme on dit. Exactement. Et en fait, c'est vrai que peut-être le seul regret que l'on peut avoir de l'échec des négociations de Luanda qui devaient se tenir aujourd'hui, c'est qu'on aurait peut-être su ce que les M23 pouvaient mettre sur la table et revendiquer. Parce qu'en termes de revendications, c'est quoi les revendications du M23? Est-ce que ce sont les accords de 2013 qu'ils demandent à Kinshasa de respecter? Est-ce que ce sont aussi la neutralisation des FDLR comme le demande le Rwanda? Ou est-ce que ce sont les revendications de l'AFC qui sont beaucoup plus dures et qui demandent le départ de Félix Tshisekedi? Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser et on ne sait pas aussi par qui commencer pour négocier? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par négocier avec le Rwanda ou avec le M23 et avec l'AFC? Et pour terminer, je voudrais qu'on revienne sur le terrain parce que c'est surtout là que ça se joue. On sait que le M23 a fait une percée ces derniers jours dans le territoire de Walikale. Avez-vous des informations sur ce qui se passe sur le terrain, sur la progression du M23? Alors sur l'ouest, ils ont effectivement beaucoup progressé vers Walikale. Ils ne font pas mystère de leur objectif qui est en fait la ville de Kisangani, qui est un petit peu plus au nord. Au sud, ils ne font pas non plus mystère d'aller plus loin que Kamanyola où ils sont actuellement, c'est-à-dire la ville d'Ouvira et peut-être le Grand Katanga. Ça serait quand même une grande bascule dans ce conflit. On sait que le Katanga, c'est vraiment le tiroir-caisse de la République. Donc pour le moment, rien n'arrête les rebelles du M23. Félix Tshisekedi est à court d'alliés militaires. Les forces régionales de la SADC vont plier bagages. L'Ouganda, visiblement, n'est pas décidé à combattre le M23 et le Burundi s'est un petit peu replié vers ses frontières puisqu'il a eu visiblement l'assurance d'une sorte de pacte de non-agression du Rwanda. Donc Félix Tshisekedi est maintenant tout seul avec son armée congolaise qui est très faible et avec ses Wazalendo qui sont ces groupes armés très indisciplinés et très incontrôlables. Merci beaucoup Christophe Rigaud. Je rappelle que vous êtes fondateur du site Africa Arabia sur l'actualité en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Avec cette une aujourd'hui, négociation M23 RDC. Rendez-vous raté à Luanda. Je pense que vous allez la changer avec ce qui s'est passé avec le Qatar. Tout à fait. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. La crise entre Paris et Alger se poursuit. Lundi, l'Algérie a refusé la liste de noms d'une soixantaine d'Algériens expulsés que la France lui a soumise il y a quelques jours. En réaction, le gouvernement français pense à réduire les visas de travail pour les travailleurs algériens. Une série de réponses graduées est à la réflexion. Au cœur des tensions, l'accord migratoire franco-algérien de 1968. On revient sur cet accord avec Jade Levin. Au cœur des tensions entre Paris et Alger, l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 entre l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, et la diplomatie française.
Il crée un statut particulier pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. Contrairement aux autres étrangers, les Algériens n'ont pas besoin de carte de séjour pour rester plus de 3 mois sur le territoire, mais doivent obtenir un certificat de résidence. Plus de 600 000 ont été délivrés en 2023. Signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui conduira à son indépendance en 1962, l'accord permet alors à la France de pallier son manque de main-d'œuvre pour soutenir son économie. En 2020, 870 000 Algériens nés en Algérie habitaient en France, soit les plus nombreux ressortissants étrangers dans le pays. L'accord facilite leur entrée en France, où ils peuvent venir y exercer librement une activité de commerçant ou de profession indépendante. L'accès à un certificat de résidence de 10 ans est aussi facilité. En revanche, l'accord relève du droit international et prime donc sur le droit français. Conséquence, les Algériens ne peuvent pas prétendre à d'autres titres de séjour, comme à la carte étudiant programme de mobilité. Les plus jeunes sont donc perdants. L'accord a fait l'objet de 3 révisions, en 1985, 1994 et 2001, mais les grands principes du texte ont été maintenus. Il est aujourd'hui jugé caduc par la droite française qui exige de le renégocier. L'Algérie, de son côté, qualifie cette volonté de projet raciste et islamophobe. On l'appelait la diva aux pieds nus. L'artiste capverdienne Césaria Évora a conquis le monde avec la morna, un genre musical aux accents nostalgiques, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À Mindelo, sa ville natale où elle a habité jusqu'à la fin de sa vie en 2011, son ombre et sa musique vivent toujours dans les rues et le cœur des habitants. Notre correspondante Sarah Sako s'est rendue sur place. Regardez ce reportage. Soda, 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 c'est un air qui ne quitte plus la nuit capverdienne, ni le cœur des musiciens. Saudade, succès planétaire de Césaria Évora, a révélé au monde l'archipel. À Mindelo, sa ville natale, le souvenir de celle qu'on surnomme la diva aux pieds nus est toujours vif, 14 ans après son décès. Pour nous, déjà, elle présente la diva aux pieds nus, avec sa sympathie qu'elle avait, sa voix, sa gentillesse. Et pour nous, c'était une très, très grande inspiration pour nous, quoi. Et jusqu'à maintenant, ça tourne toujours, parce qu'on l'entend toujours, on écoute toujours sa musique, quoi. Que ce soit à la radio, que ce soit à la maison. Dans cette ville qu'elle n'a jamais quittée, Césaria est partout, jusque dans le porte-monnaie des Capverdiens. Et au détour d'un café, ceux qui l'ont bien connue ne manquent jamais d'anecdotes sur le caractère d'une femme hors norme. Mais quand elle invite le maire chez elle à déjeuner, tu vois, le maire vient, s'assoit, et puis il y a le fou du coin qui passe devant sa maison, elle l'appelle, il s'appelait Aïbou, elle dit « Aïbou, viens là ». Et il rentre, il lui dit bah, « T'as mangé ?» « Non, bah, assieds-toi, tu vas manger avec le maire aussi ». Donc elle mettait le fou à côté du maire. Et voilà, ça c'est Césaria. Pour elle, tout le monde était pareil. Elle était la même personne. Elle n'a jamais changé. Elle aidait les autres. Une icône que Mindelo compte bien continuer de célébrer avec l'ouverture prochaine d'un nouveau musée consacré à la diva chérie de ce petit pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger. Des événements de 2005, au débat sur le communautarisme et à la vague de colère déclenchée par la mort de Naël, la fabrique médiatique semble se gripper quand il s'agit de parler des quartiers. Les médias racontent une réalité et les quartiers disent en vivre une autre. Alors que la semaine de la presse s'ouvre en France, nous faisons dialoguer grands reporters et médias de quartier. Pourquoi encore un tel miroir déformant et quel risque pour notre vie en société ? On souffre, disons, d'une certaine problématique à ce niveau-là parfois, où on décide de raconter les quartiers populaires comme on raconterait autre chose finalement. Souvent, les gens qui parlent le plus de nous sont ceux qui nous connaissent le moins en fait. Au micro, la voix est libre. Retrouvez votre émission avec des personnalités issues des quartiers ou pas. C'est sur France 24 en podcast et sur YouTube. Prenez soin de votre santé et de l'environnement en regardant la météo avec le groupe Vive.
Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.